Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Sophie Audugé. Le Ségur de la santé est d'actualité puisque Jean Castex et Olivier Véran sont aujourd'hui à Angoulême et que le ministre de la Santé a donné une longue interview au quotidien Sud-Ouest pour parler du Ségur. 19 milliards en tout, dont près d'1,3 pour la région Nouvelle-Aquitaine. Des chiffres abstraits pour les citoyens. Cependant, l'argent ne fait pas le bonheur, y compris à l'hôpital, puisque nombre d'autres problèmes sont connus, comme les sous-effectifs causés par le numerus clausus ou des départs de soignants, sous-effectifs ayant pour conséquence des fermetures de lits, s'ajoutant aux fermetures de lits budgétaires, ou encore les conditions de travail des personnels. D'où notre grand débat. Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent ? Et vous êtes 80,9% à dire non avec nous. Michel Serruti du comité soutien hôpital urgence Marmande. Bonsoir Michel Serruti. Bonsoir. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué dans l'interview du ministre de la Santé dans Sud-Ouest. Je la cite. La semaine dernière a été inauguré un très beau paquebot. C'est l'hôpital des enfants de Bordeaux. Mais on n'a pas l'équipage pour le faire fonctionner. Ça rappelle un peu l'URSS avec ses grands magasins au rayon vide, non ? Ça rappelle surtout une réalité qui est celle de tous les hôpitaux actuellement, et notamment celui de Marmande. Mais quand même, ça pose question. On a un super hôpital, mais il n'y a pas le personnel pour le faire marcher. On se pose des questions, non, sur l'argent public ? C'est une vraie question, puisque chez nous, à Marmande, il est annoncé depuis longtemps d'ailleurs l'agrandissement des travaux des urgences, puisqu'il y avait 10 000 passages aux urgences annuels. Maintenant, on est à 25 000. Effectivement, on était un peu à l'étroit. Mais la question qui est posée, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a 11 postes de médecins urgentistes qui sont vacants depuis le mois de mai. Et donc, on est obligé de mobiliser en permanence 2 médecins urgentistes intérimaires pour faire face. Donc, vous pouvez agrandir les locaux. Si on ne prend pas des dispositions pour mettre en place de la ressource humaine, on va dire, on pourra toujours inaugurer des bâtiments. Philippe Bilger. Michel Serruti, pardon, je voulais dire que il y a un constat général et au fond une récrimination collective sur le fait que depuis le début de l'épidémie, rigoureusement rien de structurel, de positif n'a été fait pour le monde hospitalier, comme si on n'avait tiré aucune leçon. J'ajoute que le président de la République, à plusieurs reprises, a félicité le personnel hospitalier, mais en réalité, il le félicitait parce que ce personnel travaillait dans des conditions épouvantables et qu'il a tenu. Alors, pour répondre à la question de Sud Radio, et j'en ai terminé, le hasard a fait que j'ai assez fréquenté les hôpitaux ces derniers temps, et évidemment l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. J'ai pu parler avec beaucoup de personnes et vraiment il y a une attente de la considération, de l'écoute. À tort ou à raison, ils perçoivent certaines attitudes du pouvoir pour du mépris, et je crois qu'il, pardon pour cette banalité, comme pour d'autres institutions françaises, je pense à la justice notamment, il faut à la fois de l'argent mais surtout de la considération et du respect. On ne traite pas les gens comme on l'a fait. Michel Serruti. Je peux pas, j'ai rien à ajouter à ce que vous dites. Effectivement, pendant la crise sanitaire, en ce moment encore, la santé repose sur les petites mains de l'hôpital et du système de soins pour l'essentiel. Et donc, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas considérés à la hauteur de ce qu'il est souhaitable dans un grand pays moderne. Je rappelle quand même qu'ils réclamaient 400 € par mois, on leur a donné 183. C'est une chose. Ce qui pèse beaucoup sur le personnel, que ce soit des urgences ou l'ensemble des hôpitaux, c'est les conditions de travail. C'est les conditions difficiles de travail et la tension et la pression qui est organisée depuis longtemps et sans perspective. Parce que quand il y a beaucoup de gens qui démissionnent de ce fait de l'hôpital, et donc l'hôpital est en danger. Je crois que ce qu'attendent aussi les gens du monde de l'hôpital, des services publics, hospitaliers, c'est qu'on leur offre une perspective de développement durable en refondant l'hôpital avec des
des moyens. Quand on dit l'argent, oui, mais pourquoi faire? Et donc, on n'écoute pas suffisamment, le pouvoir n'écoute pas suffisamment. J'écoutais ce matin, il y avait à l'Assemblée nationale un débat, il y a le groupe GDR qui proposait des mesures immédiates pour améliorer le sort des patients, le sort des professionnels de santé, le sort des hôpitaux, le sort des systèmes de soins, le sort des généralistes, mais aucune proposition n'a été retenue par le gouvernement. C'est-à-dire que tout redescend de manière verticale toujours et on n'écoute pas le monde du travail. Lydia Guirousse. Oui, je sais bien pas. Dans le micro. Oui, alors moi, c'est vrai que on reproche qu'il y ait des fermetures de lits, mais comment ouvrir des lits s'il n'y a pas le personnel? Et derrière ça, c'est vraiment le problème du recrutement de personnel. Et il y a énormément d'hôpitaux qui vous diront qu'ils ont des postes à pourvoir, mais qu'ils n'arrivent pas, même s'ils font un effort financier ou parfois facilitent l'accès à certains logements, ils n'arrivent pas à recruter des infirmières, des aides-soignantes, et ils n'arrivent plus à les attirer. Certaines, après la crise de la Covid, ont décidé de changer, et d'autres trouvent qu'ils ne sont pas assez payés dans les hôpitaux publics. Et en plus de cela, il y a effectivement aussi une montée de la violence de la part des patients qui rend le métier beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'il faut saluer le travail du personnel soignant. Et moi, je me demande si à terme, comme ça avait été le cas pour les médecins, vous savez, à la campagne, il y avait un manque de médecins à la campagne et certaines agences se sont spécialisées dans le recrutement de médecins étrangers Romains notamment, puisqu'en plus les premières années de médecine sont en français en Roumanie. Exactement, et qui faisaient venir dans les villages et qui aidaient à l'installation. Est-ce qu'on ne va pas vers ce type de phénomène également au sein de l'hôpital public, même si je sais qu'il y a déjà une présence importante de médecins étrangers, notamment à Paris, on peut l'observer dans les urgences. Michel Serruti. Oui, on peut le regarder sous deux angles, la coopération internationale, sauf que à l'heure actuelle, c'est la pénurie. Et donc, on gère la pénurie et on étouffe les pays alentours pour notre système de soins. Ça, c'est un problème. Commençons déjà par voir, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Le Marmandais, c'est un désert médical. Un désert médical, c'est quand vous avez 250, en dessous de 250 médecins généralistes et spécialistes pour 100 000 habitants. Quand vous êtes en dessous de cette norme, vous êtes un désert médical. Et en Marmandais, nous sommes à 90. Donc ça, c'est un désert médical. Ah, je connais bien. Et dans la même région, nous avons à Arcachon un secteur qui est surdoté. Surdoté en médecins. Donc, déjà, organisons une coopération solidaire sur les territoires. Ça pourrait s'imaginer en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle pour l'égalité d'accès aux soins en période de pénurie. Ensuite, il y a des propositions, comme le conventionnement sélectif, c'est-à-dire exceptionnellement, toujours, parce que je sais bien qu'il y a la liberté d'installation, mais tout le monde a envie de vivre correctement, avec un bon travail, un bon salaire, avec un logement, et élever les enfants. Tout le monde a envie de ça. Mais nous sommes dans un contexte qui a été créé par les gouvernements précédents, de droite et de gauche, où ils ont déshabillé l'hôpital. Et aujourd'hui, on doit faire face, et nous sommes mobilisés sur le Marmandais pour ça, de manière à trouver des solutions les moins pires, en définitive. Alors, je parlais de conventionnement sélectif, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que c'est, mais c'est quand même d'orienter les jeunes médecins pendant 3 ou 4 ans sur les territoires qui sont sous-dotés. Peut-être il faut mettre en place, bien sûr, des dispositifs fiscaux, oui. Des dispositifs fiscaux, etc., pour inciter. Ouais, des dispositifs fiscaux, ou alors de proposer aux étudiants comment dirais-je, un contrat d'engagement public avec 1 200 € par mois, la formation, parce que beaucoup de familles populaires ne peuvent pas envoyer leurs enfants. Il faut quand même assurer l'intendance alors que beaucoup souhaitent faire des études de médecine, et ensuite avec un engagement de revenir sur un territoire pendant 3, 4 ou 5 ans. On peut aussi mettre en place des centres de santé. Il en a été mis un à Tonnes, mis en place un centre de santé, c'est-à-dire qui salarie les médecins avec une association. Les médecins ne s'occupent que d'accueillir les patients. Toute la dimension administrative est assurée par un collectif. Ils n'ont que ça à s'occuper. Il y a 40% de la population
à 50 km alentour viennent à Tonnes maintenant. On a recruté des jeunes médecins de Bordeaux à 100 km. Oui. Donc, voilà, par exemple, il y a des dispositions, et ça s'est mis en place en 6-7 mois. Il y a des mesures possibles, concrètes à mettre en place. Sophie Audugé. Voilà. Oui, je trouve que c'est très porteur d'espoir ce que vous venez de nous expliquer. C'est effectivement, des fois, on a un peu l'impression que l'institution rend impossible tout bon sens et toute organisation plus efficace pour avoir une santé de proximité de qualité. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu le parallèle avec ce qu'on vit et ce qu'on constate dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on a sur le terrain des médecins, des infirmiers qui sont là par conviction et donc qui sont là pour le soin, qui ont une vraie vocation. Et heureusement que ces gens-là sont là, parce qu'effectivement, en tous les cas, dans l'hôpital public, on a quand même laissé partir notamment les traitements qui sont faits par des cliniques privées, et donc ces traitements-là sont effectivement ceux qui rapportent le plus d'argent, pour ne se concentrer que sur les soins qui en rapportent le moins, et du coup créer une forme de concurrence entre le privé et le public, une concurrence qui n'est pas que sur la question financière, mais qui est également sur l'hyper-administration et le temps perdu à faire de l'administratif pour des gens qui pourraient être beaucoup plus efficaces en étant sur le terrain. Et tout ça, ça contribue à abîmer l'image de l'hôpital public, ça démotive les professionnels de l'hôpital public. Et puis il y a également des gestions de crise, comme on l'a vu avec le Covid, qui ont été catastrophiques, qui ont même fait au sein même de l'hôpital public des querelles entre les infirmiers et les infirmières qui se vaccinaient et donc qui allaient continuer à travailler et qui ne pourraient pas compter leurs heures parce qu'évidemment fallait bien qu'elles assument le travail et qu'elles s'occupent des patients, face à d'autres qui ne se vaccinent pas et qui donc on interdit de faire leur métier. Et ça, c'est quand même assez incroyable qu'on ait si mal géré cette crise-là. On aurait posé la question, on aurait donné en tous les cas la possibilité au personnel de se vacciner dans les tout premiers et qu'ils soient considérés comme des personnes à vacciner en priorité parce que c'était les personnes les plus importantes de la nation face à cette pandémie à ce moment-là. Je suis pas... J'émets l'hypothèse qu'on aurait eu une part très importante du personnel qui aurait été valorisé et considéré, je veux dire d'ailleurs à la juste mesure, de leur contribution à ce moment-là pour le collectif. Et je pense que tout ça a beaucoup abîmé l'hôpital. Alors, en dehors de tout ça, il y a toutes les politiques, les mauvaises politiques qui ont été menées, et je prendrais notamment la formation des médecins, qui est juste... Le numerus clausus, une catastrophe. Oui, puis Michel, j'ai l'impression qu'il va intervenir. Michel Serruti. Oui, vous avez dit pas mal de choses. Ça revient à la question précédente, une des questions précédentes, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas suffisamment ceux qui ont eu la capacité de tenir le système de santé pendant la première crise. Absolument. Au début, tout le monde, personne ne savait où on allait avec le virus. Absolument. Et donc, c'est le système de soins ce sont les petites mains qui ont trouvé de briques et de broc des solutions. Absolument. Pour faire face. Et donc, si on écoutait, y compris pour construire ce système de soins, si on écoutait davantage les gens qui sont auteurs et acteurs et interprètes du système de soins, comme l'ensemble des services publics, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Bien sûr. C'est ce qui, qui est douloureux pour à la fois les patients et pour le personnel qui se sentent justement dévalorisés. Ils sentent aussi leurs paroles dévalorisées. Et donc, ça pèse. C'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out, y compris pour gérer cette question de la vaccination, y compris en interne. Il faut leur faire confiance pour s'organiser. Voilà, je le pense. Le numerus clausus, ça fait 40 ans que moi je fais partie de ceux qui se battent pour le supprimer. Ça a été une catastrophe. Mais le jour où on le supprime, il faut 10 ans pour former un médecin. Voilà, il faut 10 ans pour former un médecin. Encore qu'en région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, rien n'a bougé. Il faudrait tous les ans 12 000 étudiants. C'est ça une perspective, 12 000 étudiants par an. Pour les médecins, il faut 100 000 infirmières, 100 000 aides-soignantes en formation. C'est ça une perspective, c'est-à-dire tracer une perspective à long terme. Et en même temps, prendre des initiatives concrètes pour améliorer, comme je l'ai évoqué sur certains
certains aspects qu'on a réussi à mettre en place. Ici, localement, il faut aller plus loin. Je parle aussi du glissement de compétences des infirmières pour leur permettre d'effectuer quelques gestes médicaux qui soulagent les médecins, de manière à ce que le médecin, que ce soit l'urgentiste ou que ce soit le médecin généraliste, se consacre exclusivement dans cette période exceptionnelle de pénurie à l'activité médicale, y compris des assistants médicaux. Par exemple, il y avait un débat ce matin à l'Assemblée nationale, les assistants médicaux censés libérer tous les professionnels ou les médecins, censés réduire toute l'activité administrative et autres auxquelles sont confrontés souvent les médecins, y compris à l'hôpital, pour chercher un hôpital, pour chercher un transport, pour chercher ceci ou cela. Donc, ça n'a pas été entendu suffisamment pour les orienter vers des déserts médicaux comme le nôtre. Ensuite, Merci Michel Serruti du comité soutien hôpital urgence Marmande. Verdict sur Twitter: Ségur de la santé, l'hôpital a-t-il seulement besoin d'argent? Eh bien, vous êtes 80,2% à dire non. Tout de suite, on va prendre la direction de Bayonne avec Alexandre Priam. Oui, on va parler de rugby féminin, mais on aimerait bien en parler autrement. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.